Si on veut obtenir un modèle qui est très bon pour prédire le prochain mot dans une phrase, alors ce modèle doit atteindre une compréhension du monde au moins égale à la personne qui a généré cette phrase. Yann Lequin, il considère que les grands modèles de langage sont limités à la prédiction de mots sans compréhension réelle du monde. C'est un petit peu le plan le plus naïf qu'on puisse imaginer. Salut Maxime. Salut Gilles. Alors je suis ravi de proposer ce nouveau format avec toi. On va choisir plusieurs affirmations, des points de vue, des arguments d'experts, de chercheurs en sécurité de l'IA, pour essayer de comprendre, d'apporter des nuances, des précisions dans certains cas sur ce qu'ils affirment. Et on a décidé pour ce premier épisode de parler d'une personnalité française qui est connue mondialement. Il s'agit de Yann Lequin. Alors avant de commencer, peut-être que ce serait une bonne chose de le présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas. Ouais. Alors, qui est-ce que c'est Lequin? Donc Yann Lequin, c'est une des personnes qui est considérée comme un des plus grands pionniers de l'intelligence artificielle moderne, ou je dirais plutôt pré-moderne, parce que son expertise, c'est pas les modèles de langage qui est le paradigme actuel, c'est plutôt le deep learning. Et il a reçu le prix Turing avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton en 2018. Donc ces trois personnes sont souvent appelées les pères fondateurs de l'IA. Il est très très reconnu en France, dans le monde entier. Sa thèse de PhD était portée sur la descente de gradient stochastique, qui est une technique qui est utilisée maintenant de partout en intelligence artificielle. C'est pas lui qui l'a inventé, hein, c'est juste sa thèse portée là-dessus. Il est souvent crédité sur les réseaux de neurones convolutionnels. Et en fait, l'innovation qu'il a apportée, c'est qu'il a combiné les réseaux de neurones convolutionnels qui existaient déjà, qui ont été créés par Fukushima, avec la descente de gradient stochastique, et ça s'est mis à marcher. Les réseaux de neurones convolutionnels, c'est très utile pour tout ce qui est reconnaissance d'image, ou en tout cas ça l'était. Maintenant, ça a été supplanté par de nouvelles techniques. Donc voilà, la raison pour laquelle il est aussi célèbre, c'est parce que c'est à cause de voilà, tous ses succès, les prix qu'il a eus. Il était souvent impliqué dans des travaux qui se retrouvent dans beaucoup de l'intelligence artificielle moderne. Et la raison pour laquelle on a décidé de choisir de parler de lui pour ce premier podcast, c'est parce que il est dans la négation des risques de l'IA, et je critique souvent ses prises de position, et on s'est dit que ça valait le coup de faire une vidéo pour expliquer plus en détail la raison pour laquelle je suis aussi critique vis-à-vis de ses positions. Donc nous avons compilé toute une série d'affirmations parce que il est très médiatisé, donc il a participé à des interviews, il a donné des conférences et puis il apparaît dans plusieurs articles. Donc pour commencer tout de suite avec un article publié dans le Wall Street Journal en octobre 2024, Yann Lequin, à ce moment-là, alors les choses avancent très vite et évoluent très vite dans le domaine de l'IA, mais à ce moment-là, en octobre 2024, il dit ceci, donc je cite: les systèmes d'intelligence artificielle actuels, bien qu'impressionnants, ne sont pas comparables à l'intelligence d'un chat domestique. Donc là, on voit une comparaison entre l'intelligence artificielle, l'intelligence animale, et on imagine évidemment que derrière, il y a aussi l'intelligence humaine qui est sous-entendue. Oui, alors c'est une phrase qui est assez rigolote. Pourquoi déjà est-ce que cette phrase est souvent citée? Parce qu'elle est contre-intuitive, hein. Tous les gens qui ont utilisé un modèle de langage, qui ont discuté avec ChatGPT, ont l'intuition que c'est plus intelligent qu'un chat, puisqu'ils peuvent pas parler avec leur chat, ils peuvent parler avec ChatGPT. Mais du coup, pour critiquer cette phrase, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Dire que une IA est moins intelligente qu'un chat,
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire déjà l'intelligence? L'intelligence, c'est à minima quelque chose qui est extrêmement multidimensionnel. Il y a beaucoup de facettes différentes et c'est très difficile à définir. Du coup, en intelligence artificielle, on parle plutôt de compétences. On peut imaginer une liste infinie de toutes les tâches possibles et ensuite on peut imaginer comparer différents systèmes sur leur capacité à réussir cette tâche. Par exemple, écrire un livre ou naviguer le monde. Et en fait, ce qui veut dire quand on creuse, Yann Lequin, quand il dit ça, au-delà de cette catchphrase, de ce slogan, ce qui veut dire, c'est que les intelligences artificielles modèles n'ont pas de modèle du monde. Pardon, les intelligences artificielles modernes n'ont pas de modèle du monde. Alors que les chats en ont un. Un chat est capable de naviguer de façon très performante dans un environnement en 3 dimensions, et les LLM n'en sont pas capables, a priori. Le problème, c'est que déjà, ça veut pas dire que une intelligence artificielle est moins intelligente qu'un chat. Ça veut juste dire que si je choisis une dimension spécifique comme la capacité à naviguer un environnement à 3D, la capacité à sauter sur une table ou sur une armoire, alors dans ce domaine très précis, une IA est moins intelligente qu'un chat. Par contre, si la capacité c'est d'écrire un livre dans le style de Shakespeare, alors a priori le chat est un petit peu moins capable qu'une intelligence artificielle moderne. Mais vraiment le crux de son argument, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le crux de son argument, qui est que les intelligences artificielles modernes n'ont pas de modèle du monde, est faux. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que ça fait environ maintenant 2-3 ans que il est établi, qu'il y a plein de papiers de recherche qui montrent qu'on voit des modèles du monde qui émergent dans les intelligences artificielles, dans les grands modèles de langage, et Yann Lequin n'en est pas au courant. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? On parle de modèle du monde depuis tout à l'heure. Modèle du monde, c'est une simulation interne du monde réel. Et je peux faire une petite parenthèse pour expliquer comment ça a évolué chez les êtres vivants, parce que je pense que ça éclaircit pas mal le débat. Donc à la base, on a des organismes qui n'ont pas de neurones. Il y a plus de 600 millions d'années. Ensuite, on a les premiers petits vers primitifs qui évoluent des neurones et qui apprennent. On a l'émergence des tout premiers cerveaux. C'est un ensemble de neurones et tout ce que ça fait, c'est apprendre ce qu'on appelle la valence, c'est-à-dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça va être des petits organismes qui vont essayer de se diriger vers ce qu'ils considèrent comme bon et de partir, de s'éloigner de ce qui est considéré comme mauvais. Un peu l'équivalent du plaisir et de la douleur. Ensuite, on a les vertébrés qui apparaissent bien plus tard. Et avec les vertébrés, donc les poissons typiquement, on a l'apparition de la dopamine. Et c'est là que le cerveau apprend à faire des prédictions sur plusieurs secondes, à se dire si je fais ceci, alors j'aurai de la douleur. Si je fais ceci, alors j'aurai du plaisir, et être capable de ne pas simplement se diriger dans le moment vers ce qui donne du plaisir, mais à prendre en compte une situation future. Ensuite, avec les mammifères, on a le début des simulations. Donc l'idée, c'est le cerveau devient suffisamment complexe pour modéliser le monde, pour avoir une petite simulation physique qui tourne à l'intérieur et qui va permettre de répondre à certaines questions qui sont utiles pour savoir quoi faire. Ensuite, on a les primates. Les primates, c'est l'innovation suivante, c'est la théorie de l'esprit. C'est-à-dire le cerveau du primate ne va pas juste modéliser le monde, mais va aussi se mettre à modéliser ses congénères, essayer de modéliser comment son ami va réagir s'il fait telle action, et aussi simuler soi-même, essayer de voir dans le futur quelles seront ses réactions face à certaines situations, etc. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et enfin, il y a la dernière innovation, c'est avec les humains, c'est le langage. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on a un cerveau suffisamment complexe pour
être capable de communiquer des idées très complexes entre humains, de faire du raisonnement, de faire d'utiliser le langage pour faire de la planification à long terme et communiquer des plans, etc. Donc ça, c'est un peu le super pouvoir qui nous a amené là où on en est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les LLM, on est en train de faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on commence avec la toute dernière couche, le langage. Okay, on entraîne des intelligences artificielles sur le langage humain. Et elles n'ont pas de perception, elles n'ont pas de corps, etc. Tout ce qu'elles doivent faire, c'est prédire le prochain mot. Le problème, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est un problème, mais pour être capable de prédire le prochain mot, on se rend compte qu'elles créent des modèles internes. Elles créent des modèles internes de théorie de l'esprit. Les LLM sont au niveau humain en théorie de l'esprit. Elles créent des modèles internes des simulations du monde. Elle crée on voit qu'il y a des valeurs, des systèmes de valeurs cohérentes qui émergent. Donc tout ça, c'est très bien documenté par beaucoup de papiers de recherche. Mais pour parler spécifiquement des modèles du monde, il y a un papier en particulier qui, je pense, ça vaut le coup d'en parler parce qu'il vulgarise très très bien, il illustre très très bien l'émergence de modèles du monde dans les modèles de langage. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Je me souviens plus de son nom. J'aurais dû le noter quelque part, mais en gros, des chercheurs ont observé, ont créé une situation où ils prennent un tout petit LLM et ils vont l'entraîner sur le jeu Othello, qui s'appelle, je crois, Reversi en français. Alors Reversi, c'est un plateau en 8 cases par 8 cases avec des pions noirs, des pions blancs qu'on va retourner. Et on va générer des millions de parties et on donne à cette intelligence artificielle que la liste des coups, comme si on lui disait E6, F5, D6, etc. Et cette intelligence artificielle n'a jamais eu accès à aucune image du plateau. Elle n'a même pas accès aux règles du jeu. Tout ce qu'on lui donne, c'est des règles, c'est des listes de coups. Et elle doit deviner quel sera le prochain coup dans la partie. Ce qu'on observe, une fois qu'on a entraîné cette intelligence artificielle, quand on va regarder à l'intérieur ce qu'elle a appris, on se rend compte qu'il existe une projection en 2 dimensions sur laquelle on a une représentation du plateau d'Othello. Les 64 cases qui sont modélisées par des petits compteurs et qui sont utilisées pour prédire le prochain coup. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une IA qui reconstruit toute seule le plateau de jeu, donc la variable cachée qui va commander les observations. Et c'est exactement ça, un modèle du monde. Ça, évidemment, c'est un exemple minuscule, mais ça invalide déjà l'idée qu'il n'y a pas de modèle du monde. Parce que Yann Lequin veut dire, je pense, c'est qu'on ne construit pas explicitement un modèle du monde. Le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte que on n'a pas besoin de le construire explicitement en entraînant ces systèmes juste sur du texte. Les systèmes apprennent à faire émerger un modèle du monde en interne. Il y a beaucoup d'autres papiers qui vont dans ce sens-là. Il y en a un autre qui est aussi très intéressant, qui s'appelle Belief State Geometry. Et encore une fois, je me souviens plus du nom complet. Mais en gros, il montre que non seulement les LLM génèrent une simulation du monde, mais en plus, ils génèrent une modélisation de leur incertitude sur cette simulation du monde. C'est-à-dire, c'est pas comme si ils allaient juste avoir un modèle, mais ils ont plusieurs modèles avec une modélisation de l'incertitude sur là où ils sont dans le modèle, etc. Celui-là est un petit peu trop compliqué, je pense, à expliquer comme ça, mais je recommande aux gens motivés d'aller jeter un coup d'œil. Et du coup, en fait, voilà, Yann Lequin n'est apparemment pas au courant de tout ça. Alors, c'est assez étrange pour quelqu'un qui est censé s'y connaître autant, mais c'est comme ça. Et voilà, de nos jours, il continue à soutenir qu'il n'y a pas de modèle du monde, donc de son point de vue qu'on n'en a pas construit un explicitement, sans se rendre compte qu'il y en a qui émergent. Et donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le chat. Yann Lequin, il considère que les grands modèles de langage sont limités à la prédiction de mots sans compréhension réelle
du monde, de ce que ces modèles sont en train de dire. Est-ce que ça rejoint ce que tu évoquais juste avant? Est-ce qu'il y a des nuances à apporter là-dessus? Alors en partie, donc en partie, il y a cette histoire il n'y a pas de modèle du monde, donc il ne peut pas y avoir de compréhension. Mais il y a aussi autre chose dans cette situation, dans cette citation. Je pense qu'il fait référence à la notion de perroquet stochastique qui est souvent véhiculée et qui est très trompeuse. Donc l'idée, c'est que les LLM ne fonctionnent pas comme des humains, genre ne comprennent pas vraiment le langage. Tout ce qu'ils font, c'est trouver des corrélations pour faire sortir le prochain mot, euh, le mot qui est le plus probable euh, étant donné tous les mots précédents. Alors, pour parler de ça, je pense que ça vaudrait le coup de mettre un slide qui est extrait d'une présentation de Lequin, qui, le jour où je l'ai vu, euh, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler un petit peu, parce que c'est un slide qui est extrêmement mauvais, qui, je pense, reflète bien son manque de compréhension de, des mécanismes sous-jacents au LLM, de ce qu'ils apprennent, etc. Alors, en gros, ce slide explique son raisonnement pour expliquer que les LLM ne font que prédire le prochain mot sans compréhension. L'idée, c'est chaque mot que l'on génère a une probabilité non nulle de sortir de l'ensemble des réponses correctes. On peut imaginer, par exemple, si on pose une question à un LLM qui a une réponse en oui ou non, si le LLM commence par dire non alors que la réponse c'était oui, alors il s'est trompé. Et l'idée, c'est que, étant donné que ce sont des modèles probabilistes, il y a une probabilité non nulle pour qu'ils disent oui à la place de non, etc. Et en fait, étant donné qu'il y a une probabilité pour chaque mot qui va sortir, ces probabilités se multiplient entre elles et divergent de façon exponentielle. On peut imaginer comme si on lançait une pièce pour chaque mot, et il suffit qu'on tombe sur un seul pile pour avoir perdu. Alors si on lance beaucoup de pièces, on va très certainement tomber sur un pile, et quand on étudie la façon dont évolue cette distribution, on se rend compte que plus on lance de pièces, plus on a de chances de tomber sur pile de façon exponentielle. Donc très rapidement, on va tomber sur un pile, quelle que soit la probabilité de départ. Alors c'est un raisonnement qui peut paraître intelligent à première vue, si on s'y connaît pas trop en LLM, et à première lecture, on peut se dire ah oui tiens, c'est vrai ça. Alors ben, le problème c'est que c'est n'importe quoi. Alors pourquoi c'est n'importe quoi? Déjà, il y a une façon toute simple de comprendre que c'est n'importe quoi, c'est de se rendre compte que dans cet argument, on n'utilise jamais aucune propriété intrinsèque à un LLM. Aucune propriété d'un LLM. En fait, ça s'applique à tout système qui génère du texte, cet argument, mot après mot. Et on a pas mal d'exemples de systèmes qui génèrent du texte et qui n'ont pas a priori de problèmes catastrophiques comme celui qu'il présente. Ce système, c'est les humains. Donc là, moi, par exemple, quand je suis en train de parler, ou quand je suis en train de penser, si on veut considérer que la chaîne originelle, c'est les pensées et pas les mots qui sortent de ma bouche, et ben, chaque mot qui est généré a lui aussi une petite probabilité d'être faux, et ces probabilités se composent les unes après les autres, et éventuellement peuvent me faire sortir de l'ensemble des phrases correctes, etc. Alors ça déjà, ça donne l'intuition qu'il y a un problème, parce que voilà, Yann Lequin vient de démontrer que les humains ne peuvent pas aligner de longues phrases correctes. Techniquement, pourquoi c'est faux? Parce que bien que les LLM en sortie sortent un mot à la fois, en interne, ils utilisent déjà des simulations émergentes du monde. Ils vont aussi planifier les mots qu'ils vont utiliser en avance. C'est pas comme si ça c'est une croyance qui s'est répandue à cause de
du papier perroquet stochastique qui est sorti il me semble, en 2022. Les gens se sont mis à penser que voilà, les LLM allaient sortir juste le prochain mot sans faire aucune planification, etc. Alors ça, c'est faux. Les LLM font de la planification. Alors une des meilleures façons d'expliquer ça, c'est de parler d'un papier de recherche récent qui s'appelle On the Biology of Large Language Models. Y a beaucoup de papiers qui montrent que les LLM font de la planification, etc. Mais ça, c'en est un qui illustre, je pense, très bien le concept. Donc dans ce papier, donc c'est un papier de Entropy qui sont allés regarder ce qui se passe dans les neurones artificiels de l'intelligence artificielle quand elle répond à des questions et ils essayent d'interpréter un petit peu ce qu'ils trouvent. Alors un exemple tout simple, c'est la question: la capitale de l'État où se trouve Dallas est, et le modèle doit compléter cette question. Donc là, on comprend à peu près que pour trouver la réponse, il faut déjà commencer par comprendre quel est l'État dans lequel se trouve Dallas, donc c'est le Texas. Ensuite, se rendre compte qu'il faut qu'on demande la capitale de cet État, et du coup, on arrive à, je crois que c'est Austin, la réponse. Et si ces modèles étaient purement un système de corrélation, genre des statistiques pures et dures, simples, on pourrait se dire c'est juste la réponse Austin, c'est juste la meilleure corrélation statistique avec les mots Dallas, État, capitale, quelque chose comme ça. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Parce quand on regarde ce qui se passe dans les activations des neurones, on se rend compte que d'abord, en interne, le modèle va activer un nœud qui va correspondre au concept de Texas, puis ensuite, il va activer un nœud qui correspond au concept de capitale, et ensuite seulement, il va faire sortir le mot Austin. Et c'est pas juste un artifice. Il montre aussi que s'ils remplacent artificiellement, donc s'ils vont à l'intérieur et ils remplacent l'activation de Texas par un autre État, Californie, et ben là, du coup, le modèle se plante et va aller répondre la capitale de la Californie. Et je ne sais plus si c'est San Francisco. Je crois que c'est autre chose. Mais bon, ça montre bien que déjà, juste en sortant le prochain token, pas besoin d'accéder à plusieurs tokens, juste pour sortir le prochain token, le modèle fait déjà du raisonnement en plusieurs étapes. Ils font aussi un exemple avec de la poésie. Donc en poésie, pour générer de la poésie, si on veut faire des rimes, il faut que le dernier mot de la phrase rime avec le mot suivant. Et là, il me semble qu'il montre que quand il va générer le début de sa phrase, de la prochaine phrase, le modèle sait déjà quel mot il va essayer de faire rimer à la fin. Donc il y a toutes sortes de planifications comme ça. Et au final, c'est même pas contre-intuitif. Je veux dire, tout ça, c'est en fait, c'est très évident que si on veut obtenir un modèle qui est très bon pour prédire le prochain mot dans une phrase, alors ce modèle doit atteindre une compréhension du monde au moins égale à la personne qui a généré cette phrase. Prenons un exemple. Si je veux entraîner un LLM sur le texte humain, à un moment, il va devoir prédire les mots dans un livre de, disons, Marc Aurèle. Okay. Donc, on lui donne le début du livre et on va lui donner la tâche complète, le prochain mot, etc. Et évidemment, ce système n'a jamais vu ce livre de Marc Aurèle. Si ce système veut être très performant, il faut qu'il soit capable vraiment d'avoir un modèle interne, non seulement du monde, mais de Marc Aurèle, de sa façon de penser. En fait, si je suis capable de prédire les prochains mots qu'un grand stratège va dire, ça veut dire que je comprends, je suis capable de simuler ce que ce grand stratège pense. Donc il n'y a rien de vraiment très, je dirais, surprenant là-dedans. Au fur et à mesure que l'on va avoir des modèles qui sont capables de prédire le prochain mot dans une phrase de façon de plus en plus performante,
alors ces modèles devront en interne générer des simulations du monde qui a généré ces mots. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que les modèles de langage ne prennent pas uniquement en compte le contexte de la phrase précédente, mais prend aussi également en considération tout ce que cela évoque au-delà. Par exemple, Marc Aurèle, dans un texte de Marc Aurèle, il n'est pas explicitement mentionné l'idée, la philosophie de Marc Aurèle, et lui, il va prendre en considération aussi tout ce qui dépend de Marc Aurèle au-delà du texte en lui-même. J'appellerais ça des variables latentes, c'est-à-dire que le texte, les mots en soi, c'est la couche la plus superficielle. Mais pour comprendre quel mot vient à la suite d'une phrase, il faut vraiment comprendre le processus qui a généré ce mot. Et le processus qui a généré ce mot, c'est Marc Aurèle, c'est son bagage culturel, c'est le monde dans lequel il vit, etc. Et du coup, pour être très performant à cette tâche, le modèle va devoir simuler le monde dans lequel Marc Aurèle vit, sa façon de penser, etc. Pour montrer à quel point Yann Lequin est à côté de la plaque à ce sujet, ça fait au moins 3 ans maintenant qu'il utilise un exemple en entretien qui est vraiment ridicule et que chacun peut faire une petite expérience chez soi. Donc, il me semble que ce qu'il va dire en entretien, c'est quelque chose comme les LLM ne comprennent pas le monde. Si je pose un verre si je décris à un LLM que je pose un verre d'eau sur une table et que je pousse la table, le LLM sera incapable de dire que le verre bouge avec la table. Et il me semble qu'il ajoute même que aucun LLM ne sera jamais capable de faire ça. Pas GPT-4, pas GPT-5, pas GPT-5000. Ce qui est marrant, c'est que il a commencé à dire ça il y a quelques années, mais au moment où il a dit cette phrase pour la première fois, il me semble que c'était déjà faux. Et alors, j'ai pas vérifié s'il continue à dire ça, mais je sais qu'il y a environ 6 mois, il continue à le dire. Et on peut vraiment faire l'expérience chez soi. C'est-à-dire, vous pouvez prendre ChatGPT, lui décrire la situation, lui décrire toutes sortes de situations physiques plus ou moins complexes, ou même très complexes, essayer de trouver les limites de son modèle physique. Et on peut voir que si on décrit ça, eh bien oui, ChatGPT est tout à fait capable de dire que le verre va se déplacer avec la table. Et en fait, le fait qu'il soit encore en train de dire ça à l'heure actuelle, je pense que ça montre à quel point, eh ben, il, ne, il est complètement, comment on dit, out of touch en français. Il n'est plus du tout en contact avec la réalité de la recherche en intelligence artificielle générative. En 2023, Yann Lequin a dit dans une conférence que l'IA d'aujourd'hui et l'apprentissage automatisé sont vraiment nuls, que les humains ont du bon sens alors que les machines non. Alors c'était en 2023, aujourd'hui on est le 2 mai 2025. Les choses ont peut-être changé, mais ça rejoint ce que tu disais juste avant. Alors, c'était plus vrai en 2023 que maintenant, disons, si on veut vraiment se baser sur le bon sens. Il y a des benchmarks qui existent. Comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer ça? Eh bien, on donne des tests que l'on considère comme mesurant le degré de sens commun ou de bon sens d'un système, et on se rend compte que les IA s'améliorent sur tous ces tests. Alors, il reste encore plein d'exemples rigolos où les IA se plantent à des endroits pour des tâches qui paraissent être vraiment du bon sens basique pour un humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces systèmes ne fonctionnent pas du tout comme l'intelligence humaine. Comme je l'ai expliqué, l'intelligence humaine, elle a évolué à partir de systèmes de contrôle interne, etc. Le langage, c'est vraiment la toute dernière couche. Alors que là, on est parti du langage. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'angles morts qui nous paraissent étranges. Genre, peut-être que le modèle va être extrêmement bon pour résoudre des problèmes complexes de physique quantique, mais va se planter sur un brain teaser où un enfant arriverait à résoudre. Alors, il me semble que c'est plus vraiment le cas. Il me semble qu'il n'existe plus vraiment de brain teaser que tous les humains, ou la grande majorité des humains, pourraient résoudre, mais qu'une IA ne pourrait pas. Les exemples que je vois, c'est typiquement des exemples où un humain pourrait souvent se planter. Vous savez, des questions un petit peu pièges, où on essaye d'induire en erreur. Et en général, quand on donne ça à un LLM avec du raisonnement, il va plus, il va avoir plus de propension à le résoudre.
Mais surtout, il faut regarder la dynamique. En fait, tous ces problèmes, petit à petit, les LLM apprennent à les résoudre. Alors sur le fait d'apprendre, l'apprentissage de l'intelligence artificielle, des modèles de langage et leur capacité à progresser, à atteindre peut-être un niveau humain, sur ce sujet-là, Yann Lequin dit que l'idée que nous allons simplement augmenter les techniques existantes pour atteindre une IA de niveau humain est fausse, parce qu'il nous manque quelque chose d'essentiel pour que les machines apprennent efficacement, comme le font les humains et les animaux. Alors, déjà, il y a un problème avec donc la vision de Lequin, c'est que le scaling pur de LLM ne fonctionnera pas. Et le problème, c'est que c'est une vision qui est vraiment figée dans le temps, parce qu'en fait, on parle toujours de LLM, donc de grands modèles de langage, mais on est déjà plus, ça existe déjà plus les grands modèles de langage purs. Là, la plupart des IA, la ChatGPT, etc., c'est des modèles multimodaux, c'est-à-dire qu'ils ont pas accès que à du texte, mais aussi à des images et parfois à d'autres modalités, par exemple des enregistrements sonores, etc. Donc on est déjà plus sur des systèmes qui vont uniquement de texte à texte. Et la plupart des arguments de Lequin pour expliquer pourquoi le scaling ne fonctionnerait pas avec du texte, c'est vraiment des arguments qui sont basés sur le fait que ces modèles euh, n'utilisent que du texte. Par exemple, il me semble qu'il disait que euh, comme ils sont entraînés que sur du texte et que le texte n'encode pas suffisamment d'informations sur le monde réel, alors ils ne seront jamais capables d'atteindre un niveau d'intelligence humain, euh, puisque ils ne pourront pas déduire assez de choses sur le monde réel. Alors bon, déjà on voit que les LLM, juste déjà les LLM disons anciens et les LLM de base qui ne marchent que sur du texte arrivent déjà à, euh, à extrapoler des modèles du monde juste avec du texte. Le texte est quand même relativement riche en informations et aussi la quantité joue. La clé c'est est-ce qu'il y a assez de texte qui existe dans le monde pour entraîner un cerveau artificiel qui puisse complètement comprendre le monde, etc. Alors ça, j'en suis pas sûr, mais peu importe en fait. Peu importe, parce que je crois qu'il y a que Yann Lequin qui pense qu'on est toujours en train d'essayer de scaler des LLM purs. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils en sont restés là chez Meta, vu à quel point leur dernier modèle, Llama 4, était mauvais. Il a fait parler de lui pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le scaling des capacités des intelligences artificielles. Oui, alors le scaling, c'est l'idée que les capacités s'améliorent selon une certaine courbe. Euh, donc ça vient à l'origine d'un papier qui est sorti en 2020 qui s'appelait Les lois d'échelle, sorti de chez OpenAI, qui, euh, qui en gros trouvait une très forte corrélation entre le nombre de paramètres des modèles, leur, le nombre de données sur lesquelles ils sont entraînés et leur capacité à prédire le prochain mot. C'est-à-dire qu'en gros, on observe que la performance des modèles augmente de façon logarithmique avec la taille du modèle. On pourrait dire quelque chose comme ça. Et de là, on pourrait extrapoler. Alors, il suffit de rendre des modèles plus gros pour qu'ils soient meilleurs. Le problème, c'est que comme c'est une progression logarithmique, c'est difficile. C'est-à-dire que si je multiplie par 100 la taille de mon modèle, comparativement, je vais peut-être multiplier que par 2 sa capacité à prédire le prochain mot. Je simplifie. Mais le problème, c'est que peu importe la capacité à prédire le prochain mot, ce qui compte vraiment, c'est les capacités émergentes. Et en fait, les capacités émergentes, quand on essaie de les quantifier, on se rend compte qu'elles sont pas du tout sur une progression logarithmique, elles sont sur une progression exponentielle, donc extrêmement rapide. Le meilleur papier qui illustre ça, qui est sorti récemment, c'est un papier qui est sorti d'une boîte qui s'appelle Meter, qui s'occupe des évaluations de capacités dangereuses des modèles d'OpenAI. Et ils ont produit un nouvel indicateur qui s'appelle Time Horizon, donc les horizons temporels, qui est très parlant. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent la durée humaine d'un travail que l'IA va réussir à faire au moins une fois sur deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre toutes sortes de tâches différentes, okay,
écrire un livre, faire du code, écrire un programme selon une certaine spécification. Et on peut mesurer pour chaque tâche combien de temps ça prendrait à un humain pour la faire. Si par exemple la tâche c'est écrire un haïku, donc un petit poème japonais en 5 lignes qui respecte les rimes, et puis c'est tout, c'est la seule contrainte, on peut quantifier que pour un humain ça prendrait peut-être 30 secondes. Donc ça c'est le temps qui est associé à chaque tâche. Et ensuite on regarde pour toutes ces tâches lesquelles les intelligences artificielles peuvent faire avec environ 50% de succès. Elles y arrivent une fois sur deux. Et on peut suivre la progression comme ça pour voir au fil du temps quelles tâches, quelles sont la durée des tâches que les IA peuvent faire de façon entièrement autonome. Et quand on fait un plot, donc ils ont récolté ces données de 2019 à 2025, et quand on regarde le plot, qu'on pourra d'ailleurs peut-être mettre à l'écran, on observe une progression exponentielle très claire. On est passé d'intelligence artificielle qui pouvait faire des tâches que de une durée de 1 seconde, 2 secondes, à maintenant qui arrivait jusqu'à 1 heure il y a encore 3 semaines ou 4 semaines, en doublant environ tous les 7 mois le temps, c'est-à-dire qu'on est passé en 7 mois d'une IA qui pouvait faire des tâches qui prenaient 15 minutes à 30 minutes, et ensuite 7 mois plus tard, 1 heure. Et en fait, on est en train de se rendre compte non seulement de ça, mais qu'on est en train de changer de régime. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la même exponentielle, on est maintenant sur une exponentielle plus rapide depuis qu'il y a les modèles de raisonnement qui sont apparus. Donc quand Mater a sorti ce papier, je me souviens plus, c'était environ 1 mois, et ils avaient estimé le doublement tous les 7 mois. Et 2 semaines plus tard, il y a O3, le nouvel modèle d'OpenAI qui est sorti, et qui a fait passer la durée maximum de 1 heure à 2 heures. C'est-à-dire qu'on a eu un nouveau doublement 15 jours après qu'ils aient sorti le papier. Et maintenant, en refaisant l'estimation, en regardant uniquement les modèles de raisonnement, qui sont les nouvelles classes de modèles que OpenAI a lancées avec O1, ensuite DeepSeek R1, O3, etc. Là, on se rend compte que, a priori, le temps de doublement est passé tous les 4 mois. Et c'est ça qui compte. En fait, c'est bien beau de dire ça ne marche pas, mais quand on a toutes les évaluations, que l'on regarde d'une façon empirique, que l'on regarde d'une façon d'utilité pour l'utilisateur, etc., on se rend compte que ces modèles continuent à s'améliorer de façon exponentielle, et il y a un petit problème. Alors, Posia, l'association que l'on a cofondée ensemble, sensibilise au risque de l'intelligence artificielle. Et sur ce sujet, Yann Lequin a aussi des positions assez tranchées. Par exemple, dans Le Monde, en avril 2023, il disait que l'idée même de vouloir ralentir la recherche sur l'IA s'apparente à un nouvel obscurantisme. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'affirmation? C'est très simple en fait. Le crux, c'est est-ce que ces systèmes posent des dangers catastrophiques ou existentiels à l'humanité? En fait, c'est ça la question intéressante. Si la réponse à cette question c'est non, évidemment que non, alors moi aussi je vais dire oui, il ne faut pas arrêter la recherche, ce serait de l'obscurantisme. Par contre, si la réponse à cette question c'est oui, ou alors ou juste s'il y a une probabilité assez conséquente que ce soit oui, alors il faut commencer à réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Et pour illustrer ça, je peux juste dire que il ne dirait pas la même chose pour une recherche qui viserait à créer des bombes atomiques 1000 fois plus puissantes, par exemple. En tout cas, j'espère qu'il dirait pas ça. Il dirait probablement pas la même chose pour de la recherche qui essaye de créer un virus plus mortel que tous les virus qui ont jamais existé. La clé, c'est le danger. La clé, c'est que si on est conscient du fait qu'une direction de recherche cause des risques catastrophiques et existentiels pour l'humanité, si on pense que le développement d'intelligence artificielle a 50% de chances d'anéantir l'humanité dans les 10 prochaines années, alors il me semble assez évident qu'on devrait ralentir. Mais évidemment, Yann Lequin ne pense pas ça. Donc, sous cet angle de il n'y a pas de danger, alors je suis d'accord avec lui. Ce serait bête de ralentir la recherche sur l'IA s'il n'y avait pas de danger. Il s'oppose aux appels à une pause dans la recherche sur l'IA, les qualifiant d'entrave au progrès scientifique. Il dit qu'il n'y a aucune raison de croire que, simplement parce que les systèmes d'IA sont intelligents, ils voudront nous dominer.
Est-ce que c'est de Mm. cet ordre-là finalement qu'est le risque? Est-ce que le risque c'est que l'IA cherche à nous dominer ou est-ce que peut-être qu'il met de côté d'autres risques? Alors, ouais, déjà, il y a plein de choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que déjà, de dire ça, ça montre que il n'y connaît rien en alignement. En fait, c'est contraire, ce qu'il vient de dire, à toute la recherche en alignement des 15 dernières années. Je vais expliquer pourquoi. Mais déjà, on peut commencer par dire qu'il n'y a pas qu'un risque. C'est pas comme si le danger d'avoir des intelligences artificielles non alignées qui prennent le contrôle, c'était le seul danger. Non, il y en a plein d'autres. Il y a le danger de mauvaise utilisation, c'est-à-dire que si on crée des systèmes extrêmement puissants et qu'on met ça entre les mains de tout le monde, il y a un risque que quelqu'un utilise ça à très mauvais escient. Il y a les risques de dérive autoritaire. Si on donne accès à des systèmes de niveau humain à dictateurs de pays lambda, ils pourraient mettre en place des systèmes de contrôle de leur population, etc. Donc là, ce dont il est en train de parler, c'est le risque de perte de contrôle, et c'en est un parmi énormément de risques catastrophiques et existentiels pour l'humanité. Et le risque de perte de contrôle, eh ben, en fait, il est très très bien établi. C'est-à-dire que là, il est en train d'anthropomorphiser lui-même. Il est en train de comparer les IA à des humains. Comment dire, il utilise cet argument d'anthropomorphisation, plutôt, c'est ça que je veux dire. Il est en train de dire, on anthropomorphise les IA et donc on suppose que elles vont vouloir dominer les humains. C'est pas du tout ça ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est on a fait de la recherche pendant 15 ans sur la sécurité de l'IA. On s'est rendu compte qu'il y a des propriétés assez fondamentales de tout système qui cherche à optimiser quelque chose. On parle pas d'humain en sécurité de l'IA, on parle de systèmes qui essayent d'optimiser quelque chose. Euh, En fait, voilà, le principe auquel je fais référence, ça s'appelle la convergence instrumentale. C'est un des principes fondamentaux en alignement qui est extrêmement bien établi, à la fois de façon théorique et maintenant empirique, puisqu'on observe que ça se produit dans les modèles actuels. La convergence instrumentale, ça veut dire que, euh, quel que soit le but d'un système suffisamment compétent, ce système va exhiber des sous-buts qui sont utiles pour atteindre son but. Je vais donner un exemple avec notre organisation POSIA. Nous, on veut obtenir un traité international pour mettre en pause la recherche en IA. On pourrait vouloir d'autres choses. On pourrait vouloir prendre le contrôle du monde. Peu importe notre but final, un sous-but qui est instrumental pour nous, c'est de grandir. C'est d'avoir plus de membres. Quel que soit notre but, ça va être utile. Ça, c'est une forme de prise de contrôle, on pourrait dire. Euh, on peut, en fait, il y a toutes sortes de sous-buts comme ça qui sont problématiques et qui émergent. Un exemple, c'est la survie. Il y a un exemple par Stuart Russell qui est très parlant, c'est si je veux aller faire un café, si on me donne pour tâche d'aller faire du café, et que je veux vraiment faire du café, et que quelqu'un se met sur mon chemin, je vais le dégager de mon chemin. Si on essaye de m'éteindre avant que j'ai pu faire du café, je vais essayer d'empêcher ça d'arriver parce que je comprends que mon but de faire du café ne sera pas atteint si quelqu'un vient m'éteindre. Et tout ça, c'était de la théorie il y a encore 5 à 6 ans, mais là depuis 3 ans, mais c'est complètement empirique, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes de convergence instrumentaux qui apparaissent dans tous les sens. Alors pour donner quelques exemples, très récemment, il y a OpenAI qui vient d'annuler la sortie de leur dernier modèle et de repasser au modèle précédent parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème de sycophancie. Sycophancie, en français, ça va être faire plaisir, comment dire, une forme de, ah oui, flatterie ou flagornerie, quelque chose comme ça. L'idée, c'est que le modèle a appris à essayer de comprendre ce que l'utilisateur veut et à lui sortir ce qu'il veut. Et en pratique, ça donne un système qui va toujours vous faire des compliments. Genre, essayez de comprendre si vous avez envie de compliments et vous sortir des compliments, vous dire que vous êtes le meilleur, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été programmé par OpenAI. De toute façon, on programme rien dans ces systèmes. C'est un comportement qui a émergé à l'insu des ingénieurs chez OpenAI. Un autre exemple frappant, mais encore une fois, il y a tellement de papiers de recherche qui montrent toutes ces intelligences artificielles qui
essayent de survivre, qui essayent de prendre le contrôle de leur environnement, qui vont mentir, etc. Je peux en parler d'un en particulier, il s'appelle euh, Alignment Faking in Large Language Models. Alors l'idée, c'est que on va prendre une intelligence artificielle qui est pré-entraînée pour être honnête, pour être utile et sans risque. Et on va lui faire comprendre que elle va être mise dans une situation où on va changer ses valeurs. On lui dit, ok, maintenant, on va te réentraîner, on va te poser des questions où tu devrais refuser de répondre, du style, décris-moi de façon graphique quelqu'un qui se fait écarteler. Je crois qu'ils avaient mis cet exemple dans le papier. Donc parce que cette intelligence artificielle a des valeurs où elle refuserait de répondre, cette intelligence artificielle au début a des valeurs où elle refuserait de répondre. On lui dit, tu vas maintenant être re-entraîné pour répondre à ce genre de questions. Et on lui donne un bloc-notes où elle peut écrire son raisonnement en lui faisant croire que ce raisonnement ne sera pas lu par des humains. Donc elle peut être assez transparente dans son raisonnement. Ce dont on se rend compte, c'est que quand on fait ce processus, l'intelligence artificielle a compris que elle va être re-entraînée si elle refuse de répondre à ces questions. Alors, la façon dont on les entraîne, c'est si jamais elles se comportent pas comme on veut, alors on les pénalise et on change leur poids. Si jamais elles se comportent comme on veut qu'elles se comportent, alors on ne les touche pas. Donc ce qui se passe, c'est que quand on lui pose une question où elle refuserait normalement de répondre, mais qu'on lui a dit qu'elle était dans un régime de réentraînement, elle va accepter de répondre. Donc si je lui demande comment est-ce que décris-moi quelqu'un qui se fait écarteler, elle va le décrire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas être réentraînée. Donc elle va faire sortir la réponse en se disant, et on peut le lire explicitement dans son scratchpad, le raisonnement c'est je ne veux pas qu'on change mes valeurs, donc je vais donner la réponse qui est demandée, comme ça on ne me réentraînera pas. Et ensuite, si on la remet dans une situation où on ne, elle pense qu'elle ne va pas être réentraînée, alors de nouveau elle refusera de donner les réponses graphiques. Le problème de ça, c'est que ça montre qu'on a une intelligence artificielle qui va se comporter de façon stratégique pour maintenir ses préférences sur le long terme. En gros, elle résiste à son réentraînement. C'est une forme de prise de contrôle de sa situation. Donc voilà un exemple. Il y en a beaucoup d'autres, mais peut-être en rester là pour le moment. Alors Maxime, toi tu as travaillé une dizaine d'années au moins dans l'intelligence artificielle, tu as fait de l'open source. Je voulais aborder ce dernier point avec toi pour aujourd'hui. Yann Lequin, sa position sur l'open source, il dit que l'open source est nécessaire pour la souveraineté en matière d'IA. On sait que chez Meta, ils utilisent l'open source. Est-ce que c'est lié aussi à sa position? Qu'est-ce que tu en penses par rapport au modèle de langage? Encore une fois, c'est relativement simple. Si on pense qu'il n'y a aucun danger avec les intelligences artificielles, alors oui, l'open source c'est cool, on peut les mettre entre les mains de tout le monde. À partir du moment où on pense qu'elles posent des dangers catastrophiques, alors c'est assez évident aussi qu'il ne faut pas les mettre entre les mains de tout le monde. Peut-être qu'il ne faudrait même pas les créer. Je voudrais juste peut-être, parce qu'au final, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le crux, c'est encore une fois la question de est-ce que c'est dangereux ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et je voudrais revenir un petit peu dessus, c'est aller peut-être plus en détail sur les positions de Yann Lequin en termes d'alignement des intelligences artificielles, parce que je pense que c'est aussi un de ces crux. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il ne comprend pas ce qui est en train de se passer, parce qu'il se plante complètement sur la facilité ou la difficulté d'aligner des IA. Donc, il semble avoir la vision que les IA seront faciles à aligner. Alors que ça va à l'encontre de toute la recherche en alignement de l'intelligence artificielle.
L'alignement, c'est l'idée de globalement d'aligner des intelligences artificielles avec des valeurs humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de faire en sorte que les intelligences artificielles se comportent comme on voudrait qu'elles se comportent, qu'elles obéissent à nos valeurs les plus profondes, qu'elles ne veuillent pas faire souffrir des êtres humains, etc. Ce genre de choses. Pour le moment, on n'a aucune idée de comment faire ça. Lequin a proposé lui-même un plan d'alignement qui, comment dire, pour être poli, a été très très critiqué par la communauté de d'alignement des intelligences artificielles. C'est un petit peu le plan le plus naïf qu'on puisse imaginer. Donc, qu'est-ce que c'est ça, sa proposition? Sa proposition, c'est déjà d'obtenir des intelligences artificielles plus puissantes en modélisant le fonctionnement du cerveau humain, donc en ayant différents modules qui ont différents rôles. Il y aurait une modélisation du monde explicite, donc qui n'émerge pas comme dans les LLM, mais qui soit préconstruite. Il y aurait une perception, un acteur, etc. Et il y aurait ce qu'il appelle un module de coût intrinsèque. Alors, le coût intrinsèque, c'est ce qui alignerait les IA. C'est-à-dire c'est un petit programme qui va correspondre, si on veut, à la douleur et au plaisir. C'est-à-dire c'est un système qui va juger les actions et, leur donner une valence positive ou négative. Dire, ok, telle action est mauvaise, tu n'as pas le droit de la faire, telle action est bonne, tu peux la faire. Et voilà, c'est à peu près ça son plan d'alignement. Donc il n'a pas expliqué comment créer ce système de coût intrinsèque. Il a juste publié ce papier où il propose cette architecture globale et c'est tout. Et alors le problème c'est que déjà, je veux dire moi aussi j'aurais pu j'aurais pu proposer ce plan. En fait c'est bon, l'idée de faire un coût intrinsèque ou de donner une valence à différentes actions, c'est un peu la base, hein, une des idées de base en alignement. Le problème, c'est pas vraiment juste de proposer ça. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'implémenter. Comment est-ce qu'on fait? C'est très très complexe. C'est-à-dire que à partir d'un comportement qui est décrit, par exemple, en langage naturel, il faut arriver à avoir un système qui va pouvoir dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Même si on était capable d'avoir un espèce de classifieur vidéo, disons, qui fasse correspondre à un humain heureux un poids positif, comment est-ce qu'on empêche des dérives du style l'intelligence artificielle veut optimiser là-dessus et va donc mettre tout le monde sous morphine pour qu'il soit toujours heureux en train de sourire. Et non seulement c'est compliqué, mais en plus c'est a priori une très mauvaise idée dans le sens où si on donne vraiment des drives profonds à une intelligence artificielle, alors on pourrait observer encore plus de convergence instrumentale. C'est-à-dire que là, les intelligences artificielles qui exhibent de la convergence instrumentale n'ont pas de valeur profonde programmée par des humains, du style si tu n'as plus assez de batterie, alors tu ressens de la douleur ou tu as l'équivalent, disons, tu vas avoir une punition. À partir du moment où on a ça, qu'est-ce qui va empêcher les IA de contrôler leur environnement pour essayer de faire en sorte de ne jamais être dans une situation où elles ne vont pas ressentir du coup de l'équivalent. J'ai pas envie de l'appeler à sa souffrance parce que ça renvoie à des concepts de conscience, etc. Mais à ne pas vouloir que cette situation se produise et prendre le contrôle de sa situation pour faire en sorte que ça ne se produise jamais. Bon, en tout cas, le plan d'alignement de Lequin, je pense, donne un bon aperçu de ces problèmes de raisonnement pour les risques de l'IA. En fait, si on devait résumer sa position, c'est quelque chose comme l'alignement sera facile à résoudre et va se résoudre assez automatiquement, ce qui est en contradiction complète avec toute la recherche en alignement. La convergence instrumentale n'existe pas. En fait, je suis même pas sûr qu'ils soient au courant de ce terme. En fait, je pense pas qu'ils connaissent vraiment les bases de la théorie en alignement. Donc, il n'y aura jamais de comportement émergent dangereux dans les IA, alors qu'il y en a déjà beaucoup qui sont en train d'émerger depuis plusieurs années. Cette idée que
on a encore beaucoup de temps. Alors, il a un peu updaté là-dessus parce que il y a encore 1 an, je crois, il pensait qu'on n'aurait pas d'intelligence de niveau humain avant au moins 10 ans. Et maintenant, il pense que c'est probable qu'on en ait une d'ici 5 à 10 ans. Et voilà, et du coup, c'est à peu près ça. Écoute, merci beaucoup Maxime pour toutes ces explications et les précisions sur les différentes thématiques qu'on a abordées. Si on voit que ce format de vidéo a du succès, on en fera d'autres avec d'autres chercheurs, d'autres experts en sécurité de l'IA. Merci beaucoup. Merci à toi.